Bon début de semaine à tous, ravi de vous retrouver pour revivre ensemble les temps forts de l'Heure des citoyens, votre magazine sur la bonne gouvernance dans la région ouest africaine. La semaine dernière, on parlait de la démocratie au Sahel. La question était simple. Peut-on parler de la fin de la démocratie au Sahel ou la naissance d'une nouvelle forme de gouvernance? Faut-il repenser le système de gouvernance au Sahel? On en discutait avec Aliou Bari, directeur de StatView International, cofondateur de Wademos et représentant en Guinée d'Afrobaromètre. On était aussi avec Batraoré, chargé de recherche à Wati. Nous en discutions aussi avec Ousmane Diallo, chercheur senior au bureau Afrique de l'Ouest et du Centre d'Amnesty International. Docteur Aliou Bari, quelle est l'histoire entre l'Afrique et la démocratie? Vous avez parlé tantôt de l'âge d'or de la démocratie sur le continent pour justement poser le débat si est-ce qu'il faut repenser le système de gouvernance dans la région. C'est également bien de savoir d'où nous vient le système de gouvernance actuel et quelle est l'histoire entre la région et ce système de gouvernance que nous pratiquons aujourd'hui. Merci bien. Je pense que en chacun des pays, naturellement, des pays africains, chacun des pays a une trajectoire différente, mais de façon globale ou générale, ce qu'on pourrait dire, c'est que euh, au début, disons les années de l'indépendance, d'une manière générale en Afrique, c'était quand même des élections plus ou moins libres, pour ne pas dire, en tout cas les pères des indépendances, la plupart d'entre eux, c'était déjà la démocratie. C'était venu suite à des élections qui sont des élections qui ont été acceptées par tout le monde, qui sont donc des élections crédibles. Et puis, à un moment donné, je crois que les coups d'État ont commencé, c'est dans les années 63, 65, je crois qu'il y avait le Togo déjà, et puis d'autres pays ont suivi le Ghana. Et il y a eu la période des coups d'État et des régimes militaires qui se sont succédés jusqu'au début des années 95, je crois à partir de 1995, je pourrais dire, je crois, je ne sais pas si c'est Ousmane ou Batraoré qui le disait, de 1995 pratiquement, moi je dirais à 2005, 2005 plus ou moins 2010, c'était vraiment la période, c'était l'âge d'or de la démocratie. C'était vraiment, là on a participé à des alternances dans beaucoup de pays, à des élections qui étaient considérées comme des élections ouvertes, des élections transparentes, où vraiment c'était des élections inclusives et tous les partis politiques, en tout cas tous ceux qui voulaient être candidats étaient candidats et les résultats étaient facilement acceptés. Mais le problème est venu d'où? Le problème est venu du fait que la plupart de ces personnes ou ces personnalités qui ont été élues, en tout cas qui ont été portées à la tête de nos États, se sont retrouvées à la tête des États et beaucoup n'étaient pas préparés à gouverner. Et c'est là que se pose la question, je crois que M. Batraoré soulevait tout à l'heure, il y a une différence importante entre la démocratie et la gouvernance. La démocratie, comme on le sait, généralement se manifeste par l'élection, c'est le pouvoir du peuple, en fait, c'est la représentativité ou c'est la représentation du peuple. Ça, c'est quelqu'un peut être très populaire, quelqu'un peut créer un parti politique et tout, mais s'il n'est pas préparé à assurer, en tout cas, sa fonction, donc c'est là que se pose la question de gouvernance. Et généralement, quand la plupart de ces dirigeants qui ont été élus, qui sont retrouvés à la tête des États, et on n'ont pas été capables vraiment de résoudre les problèmes essentiels ou les problèmes cruciaux des populations. Et il y a eu, dans la plupart des cas, c'était, comme on dit, le cooptage, c'est une sorte de camaraderie, même au sommet de l'État. Hein. C'est pas, les dirigeants, beaucoup de dirigeants ont associé leurs familles, ont associé leurs proches à la gestion de l'État. Et parfois, vous vous retrouvez dans certains pays, et ça continue d'ailleurs, c'est des amateurs qui se retrouvent au sommet de l'État. C'est-à-dire vous avez des gens qui sont au sommet de l'État qui ne savent pas. Je peux vous donner un exemple. Il y a eu un moment donné où il y a quelqu'un qui a été nommé ministre du Plan. Quand il est arrivé, il a demandé de sortir le plan d'urbanisation de la ville. Donc vous voyez déjà le contexte, la différence entre pour la compréhension de la mission et la mission elle-même. Donc je crois qu'il y a vraiment, c'est le problème de la gouvernance. Le principal problème, c'est la gouvernance. La démocratie, elle est là. Le peuple veut quand même que les dirigeants soient élus légitimement, en tout cas d'après les données que nous avons au niveau d'Afrobaromètre. Parce que 75% des populations africaines tiennent à ce que leurs dirigeants soient élus. Et ça, c'est important. Mais maintenant, une fois que les dirigeants sont élus, ils sont élus pour des missions précises, pour produire des résultats.
quand ces résultats n'arrivent pas, quand la sécurité est menacée, quand les problèmes de chômage ne sont pas réglés, quand les ressources minières sont bradées, quand la corruption est là et vous voyez des gens qui s'enrichissent à un moment donné en Guinée, on avait la corruption, à travers la corruption, les détournements correspondaient presque à l'équivalent de la moitié du budget guinéen. On avait dénoncé ça à l'époque. Donc, quand vous voyez tout ça, vous vous interrogez finalement, à quoi ça sert d'élire des gens qui vont se retrouver au sommet de l'État et qui ne seront pas à même de résoudre les problèmes pour lesquels ils sont là quand la pauvreté continue à croître de façon, on pourrait dire, significative. Donc, je pense qu'il y a le problème aujourd'hui, en tout cas au Sahel, et ce n'est pas seulement au Sahel, mais en Afrique d'une manière générale, c'est le cas en Afrique du Sud aujourd'hui, parce que l'un des taux les plus faibles de satisfaction vis-à-vis de la démocratie a été enregistré en Afrique du Sud. Mais vous voyez déjà ce qui se passe en Afrique du Sud, avec tout ce qui se passe avec les étrangers, parce qu'on pense que les problèmes sont liés au fait que les étrangers soient là. Donc je vais peut-être m'arrêter là, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la démocratie qui est en question, mais fondamentalement, c'est une crise plus profonde que la crise démocratique. C'est une crise de gouvernance, c'est une crise de souveraineté. Merci. Docteur Aliou Barry, que répondre justement pour ceux qui nous écoutent, que répondre à ceux qui tentent tout le temps de ramener la question de la démocratie à l'organisation des élections? Ben, je crois que c'est une erreur monumentale parce que la démocratie ne se résume pas qu'aux élections. La démocratie, c'est vrai, c'est l'élection, fait partie, c'est une composante essentielle. Il y a l'état de droit, il y a les libertés dont on parlait tout à l'heure. Je crois que le frère, en fait, votre invité Ousmane Diallo en parlait. Il faut qu'il y ait les libertés et les libertés fondamentales sont menacées dans la plupart de ces pays aujourd'hui. Les droits de l'homme ne sont pas là. Donc la démocratie, c'est pas seulement l'élection, ça c'est vraiment la face visible. Mais il y a beaucoup d'autres éléments qui sont à prendre en considération. Quand vous êtes dans un pays, vous avez un dirigeant élu, mais vous ne pouvez pas vous mouvoir comme vous voulez, vous ne pouvez pas intervenir, vous ne pouvez pas contester, vous ne pouvez pas réclamer, vous ne pouvez pas manifester, vous ne pouvez pas vous associer, vous ne pouvez pas participer au développement de votre pays. Est-ce que c'est vraiment un pouvoir démocratique? Je crois que non. Donc il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte, même si les élections constituent peut-être l'élément central que la communauté internationale continue à regarder. Mais il faut regarder au-delà des élections elles-mêmes et voir la question de gouvernance d'une manière générale, les questions de respect des droits humains et d'autres questions fondamentales telles que la participation citoyenne. Batraoré, est-ce que vous pensez que aujourd'hui dans la région, il y a comme une forme, sinon on veut apporter comme une forme de gouvernance autrement? Peut-être juste un complément assez rapide par rapport à ce que Dr Barry disait sur les questions des populations sur les élections. Je pense qu'il faut souvent insister sur le fait, c'est que ce qui différencie la démocratie de tous les autres régimes politiques, ce sont les élections. Pas que les élections, mais les élections sont essentielles dans une démocratie. La population a la possibilité d'élire ses dirigeants. D'élire ses dirigeants, je crois que c'est important, mais il y a aussi dans d'autres formes de gouvernance où on peut avoir souvent de la liberté d'expression si vous n'avez pas d'élection, même si souvent les gens n'ont pas d'élection, et du développement souvent dans des formes non démocratiques. Et souvent, les exemples qui reviennent, ce sont des exemples comme le Singapour, un peu à l'échelle mondiale, mais il y a aussi le Rwanda qui revient dans les débats. Mais il y a toujours eu cette tension autour de la démocratie, et ce n'est pas nouveau. On peut même partir pendant les périodes d'indépendance où des acteurs, souvent qui ont été élus, parce que contrairement à beaucoup de pays, le Ghana, quand Nkrumah venait au pouvoir en 1956, c'était à la suite d'élections. Donc il fut élu Premier ministre. Mais lui, même ayant accédé au pouvoir de façon démocratique, trouvait que la démocratie n'était pas conforme avec la construction de l'État et de la nation. Donc, très souvent, les pères d'indépendance ont longtemps trouvé que la démocratie ne rimait pas avec la construction d'unité nationale. Maintenant, pour revenir à la question sur la forme de gouvernance, cette gouvernance n'est pas si nouvelle que ça, parce que même au début, on l'a rappelé,
c'est-à-dire de 1963 jusqu'en 90, c'était des régimes militaires qui se sont succédés. Peut-être ce qui a changé, c'est que depuis 90-91, on n'avait pas eu 3 régimes militaires, voire 4 régimes militaires dans la région. Mais pour terminer avec cette question, c'est que au-delà de la question qui se pose entre régime civil et régime militaire, la réflexion doit être poussée sur le modèle de gouvernance qu'on veut. Et le nouvel modèle de gouvernance, au-delà du fait de proclamer la démocratie, c'est aussi de travailler sur les profils de ces personnes qui sont censées animer les institutions. Je crois que ce que Ousmane disait ou ce que Dr Barry disait sur la corruption, sur le népotisme et tout, c'est parce qu'il faut aussi réfléchir les hommes qui sont censés incarner les institutions. Docteur Barry, est-ce qu'il faut repenser le système de gouvernance au Sahel? Vous disiez tantôt qu'il faut dissocier le système finalement de la gouvernance, des hommes qui gouvernent. Aujourd'hui, quand on voit l'évolution politique de la région, est-ce qu'il faut poser la question de repenser le système de gouvernance? Ah oui, je pense fondamentalement, en tout cas, le point sur lequel je crois qu'on est tous d'accord ici, c'est qu'il faut vraiment repenser le système de gouvernance d'une manière générale, et aussi bien dans le Sahel que dans les autres pays africains. C'est-à-dire que la démocratie, il faut qu'on la conserve. C'est la meilleure manière de lire nos dirigeants, en tout cas d'avoir nos dirigeants. Mais le système de gouvernance doit être repensé. Le système de gouvernance doit être repensé de manière à ce que, à mon avis personnel, que le pouvoir soit vraiment le pouvoir du peuple, qu'il soit décentralisé et que, par exemple, de plus en plus, les communautés puissent s'administrer elles-mêmes. Quand on prend les crises ou la crise qu'il y a au Sahel, je ne vous apprends rien en disant qu'il y a beaucoup de communautés dans ces pays-là, le cas du Mali par exemple, du Burkina Faso aussi. Vous avez des communautés, vous avez carrément des groupes ethniques qui se considèrent comme étant complètement à l'écart, complètement marginalisés. Et donc, quand il y a des sentiments comme ça, de la frustration qui remonte au niveau de certains groupes ethniques déjà, ça pose un problème. Et vous avez les jeunes, on parlait des jeunes tout à l'heure, vous êtes des jeunes, mais les jeunes d'une manière générale représentent 60% de la population africaine. Et les jeunes ne sont pratiquement nulle part, ils ne sont pas impliqués dans la gestion de l'État, dans la gestion publique. C'est le cas aussi des femmes, d'une manière générale. Je pense qu'il faut travailler sur des questions liées à l'inclusivité. Il faut travailler sur des questions liées à la participation de tout le monde. Il faut travailler sur des questions liées à la décentralisation, mais une vraie décentralisation. Et de plus en plus donner de l'autonomie aux régions, de l'autonomie aux préfectures. Donc c'est vraiment la gouvernance qui doit être repensée. Nous avons hérité d'un modèle de gouvernance, je crois, qui est un modèle colonial où le pouvoir est fortement centralisé. C'est-à-dire que tout le pouvoir, tout le système est relié pratiquement à un individu qui est le président de la République, qui prend toutes les décisions par décret. Vous avez certaines institutions républicaines qui sont là juste pour, je pourrais dire, je m'excuse de l'expression, en tout cas la plupart d'entre elles, ou dans beaucoup de pays, c'est le cas, c'est pour meubler le décor. C'est-à-dire quand vous avez un Parlement qui ne joue pas son rôle de contrôle citoyen, quand vous avez un Parlement qui ne peut pas interroger, poser des questions sur des cas de corruption avérés, et quand le Parlement ne peut pas jouer son rôle de contre-pouvoir, vous avez la justice, peut-être qu'on en a... Alors la ligne n'est pas très bonne, hein. On n'arrive plus à correctement vous entendre. Docteur Aliou Barry, on vous redonnera la parole dans un instant pour que vous terminiez. Alors, Traoré, faut-il repenser notre gouvernance ou adapter la démocratie à nos réalités? Il y a quelqu'un qui le disait tantôt, et vous le soulignez également, hein, Traoré, vous disiez évidemment Traoré, que concernant le système de gouvernance, que c'est finalement la gouvernance qui importe, que dans certains pays qui ne sont pas forcément démocratiques, il y a quand même une forme de gouvernance qui est acceptée par le peuple et qui permet à ces pays-là de se développer. Finalement, est-ce qu'il faut adapter le système démocratique à nos réalités, la gouvernance démocratique à nos réalités? Alors, souvent, on aime
parler des questions superflues dans la mesure où quand on parle de gouvernance adaptée à nos réalités, la question que je me pose, c'est de quelle réalité parle-t-on? Est-ce que c'est une réalité malienne, une réalité burkinabé, ou est-ce que même au sein de nos États, c'est une réalité bambara, une réalité soninké, etc. Je crois qu'on est dans des États où on a des communautés, où on a des institutions qu'il faudra renforcer. Donc, pour moi, dès que notre forme de démocratie est réfléchie par nous-mêmes, c'est notre démocratie, et c'est une démocratie malienne, ça peut être une démocratie burkinabé ou une démocratie nigérienne, dans la mesure où ce sont des Nigériens, ce sont des Burkinabés qui se mettent ensemble pour réfléchir la gouvernance. Et je crois que ce qu'on ne fait pas assez, c'est de prendre le temps. C'est parce que c'est dans le temps long qu'on peut mettre en place des projets structurants et même une gouvernance qui puisse être efficace. Il y a l'exemple souvent de l'Afrique du Sud qui est donné, c'est-à-dire le processus de la rédaction de la nouvelle constitution après l'apartheid a pris plusieurs années. Il y a d'abord eu la transition, la petite constitution qui a permis d'organiser des élections. Mais là, la constitution n'est arrivée que 5 ans plus tard. Donc, mais alors que chez nous, par exemple dans l'élaboration de la dernière constitution au Mali qui a été promulguée en juillet 2023, cela a pris quelques mois, 3 mois. C'est-à-dire que le pays est dans une crise aiguë, on ne prend pas le temps suffisant de réfléchir le modèle de gouvernance qu'on doit avoir. Je pense qu'il faut du temps long pour réfléchir nos constitutions et notre modèle de gouvernance. Pour terminer avec cela, je crois que nos États fonctionnent plus ou moins de façon verticale et centralisée, même si dans les textes il y a une décentralisation, mais dans les faits, il y a encore une centralisation du pouvoir par l'État central. Donc, je pense qu'en donnant effectivement de l'importance, et le Ghana l'a reçu. Le Ghana a réussi à plus ou moins à décentraliser le pouvoir et à renforcer aussi le pouvoir des autorités coutumières. Et aujourd'hui, dans ces pays-là, il y a une réflexion effectivement de renforcer le rôle de ces autorités coutumières qui sont souvent proches des populations. Donc, je pense qu'il faut aussi décentraliser à la fois les pouvoirs de l'État, mais aussi les moyens qui suivent. Parce que très souvent, certains disent qu'on décentralise les problèmes, mais on centralise les moyens. Donc aussi essayer de décentraliser les ressources. Docteur Aliou Bari, j'espère que vous nous recevez mieux cette fois. On espère pouvoir également mieux vous entendre. On vous laisse terminer justement votre réflexion. Je rejoins les collègues qu'il faut repenser le modèle, notre modèle de démocratie, mais beaucoup plus axé sur la gouvernance qui s'adapte à nos pays. Et la question qui était posée par M. Ba Traoré était de savoir est-ce que cette gouvernance, elle est unique, elle est universelle, elle est applicable à chacun des pays? Non, je crois qu'il a raison. Chacun des pays doit penser à la manière dont elle devrait s'appliquer, en tout cas compte tenu de son propre environnement. Mais je pense qu'il y a quand même des éléments qui peuvent être des éléments communs. En tout cas, dans les pays dont on cite, même s'il n'y a pas eu, si vous voulez, des élections, on a parlé du Rwanda, on a parlé de Singapour, on peut citer d'autres pays africains également. Mais le fait de décentraliser vraiment le pouvoir central et de rendre les régions, les préfectures beaucoup plus autonomes, et qu'à ce niveau-là, qu'il y ait des élections beaucoup plus ouvertes et que les dirigeants puissent produire des résultats attendus, je pense que ça change, ça peut amener à changer beaucoup de choses. Il y a la question de redevabilité d'une manière générale. Et ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui avec ces régimes militaires dans beaucoup de pays.
il est difficile de les questionner, il est difficile de s'opposer à eux, il est difficile de leur demander de rendre des comptes. Je crois que ça, c'est quand même de toutes les façons. Et les régimes militaires, à mon avis, doivent être là comme une alternative, mais une alternative pour corriger, pas une alternative définitive. C'est-à-dire que quand les gouvernements civils ont failli, on peut, en tout cas d'après les résultats que nous avons au niveau de Afrobaromètre, les citoyens disent que quand les gouvernements civils faillissent, c'est possible que les militaires puissent surgir, mais pour un laps de temps, pour rétablir l'ordre, pour corriger ce qu'il y a à corriger et remettre le pouvoir aux civils. Ça va être très difficile, en tout cas dans les pays dans lesquels nous vivons, que les pays puissent se développer quand l'autorité qui est en place, c'est une autorité militaire. Et la justice, la question de la justice reste posée. C'est-à-dire que le principal problème, en tout cas à mon avis, dans les pays d'Israël aujourd'hui, c'est l'exclusion. Je crois que ceux qui ont pris les armes ont souvent les raisons qui sont avancées, c'est des raisons liées à l'exclusion. Vous avez par exemple des régions comme le nord du Mali et d'autres parties, par exemple du Burkina. Vous avez les questions d'identité des peuples dans la sous-région, dans beaucoup de ces pays africains-là. Vous avez des questions peut-être qui fâchent, mais la question des Touaregs, la question d'autres communautés qui ne se sentent pas tellement concernées par tout ce qui passe dans le pays. Je pense qu'il faut travailler sur ces questions-là pour qu'il y ait beaucoup plus d'inclusivité de toutes les communautés, que le pouvoir soit un pouvoir partagé, que les régions soient beaucoup plus autonomes et que le développement ne soit pas un développement vertical, en tout cas décidé de façon verticale, mais que les communautés puissent elles-mêmes décider de leur avenir, même si c'est à l'intérieur d'un même État, mais que ce soit beaucoup plus ouvert. Je ne dirais pas je ne vais pas citer de pays, mais on connaît des exemples où ça marche. C'est-à-dire que le pouvoir central peut rester très fort, mais laisser les communautés, laisser les populations s'auto-administrer, s'auto-gérer et conduire à un développement harmonieux au sein de leur communauté. Merci. Docteur Alioubari, finalement, par quels moyens on pose le débat aujourd'hui? Beaucoup d'organisations citoyennes travaillent sur la question du modèle de gouvernance qu'il faut au peuple de la région. Par quels moyens poser justement le débat? On a vu beaucoup de concertations organisées, souvent contestées, certains se sentent exclus. Par quels moyens on pose le débat de repenser la gouvernance dans la région? Je pense qu'on a beaucoup d'intellectuels, on a beaucoup de cadres. Je pense qu'on pourrait peut-être commencer déjà à susciter les débats au sein du milieu universitaire, du milieu académique, à repenser le problème. Je peux peut-être, en termes de modèle, vous le savez certainement comme moi, si vous prenez les pays de l'Asie de l'Est, la Chine et d'autres pays, en 1965, on avait les mêmes indicateurs de développement. C'était les mêmes indicateurs de développement, les PIB hautes étaient les mêmes. Mais comment ont-ils réussi à transcender, à transformer tout ça et à se hisser à ce niveau de développement que nous connaissons aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez des pouvoirs, le pouvoir central dans beaucoup de ces pays de l'Asie de l'Est aujourd'hui sont considérés comme c'est pas de la démocratie en tant que telle, c'est la dictature, ainsi de suite. Mais au moins à la base, vous avez une certaine autonomie. En tout cas, vous avez le développement qui est là. Je pense qu'on pourrait voir un peu comment ces pays de l'Asie de l'Est là ont réussi à construire leur propre modèle de gouvernance, une démocratie qu'on pourrait peut-être discuter, mais la question aujourd'hui, c'est le modèle de gouvernance. Et pour rejoindre vos invités, c'est vrai que la démocratie peut ne pas correctement fonctionner, mais si le modèle de gouvernance fonctionne très bien, le pays peut avancer. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces pays de l'Asie de l'Est. On a peut-être à apprendre un peu de certains pays africains également. Pourrait peut-être citer, en tout cas, il y a eu, même s'il y a eu des cas, on pourrait dire spécifiques, mais le cas du Ghana, par exemple. Je pense aujourd'hui que le Ghana, le Cap-Vert, on les a cités déjà. On pourrait aussi apprendre de ces pays-là. Mais ce qui retient davantage mon attention, c'est vraiment les pays de l'Asie de l'Est. C'est d'aller voir comment ils ont fait et peut-être réfléchir par rapport à nos propres réalités, en tout cas aux réalités de chacun de nos pays, et voir ce qui pourrait être adaptable et ce qu'on pourrait faire en termes de modèle de gouvernance. Ousmane Diallo, que faut-il revoir finalement dans le système de gouvernance concrètement selon vous?
Ce qu'il faut revoir, c'est l'inclusion de tous les citoyens dans les processus de décision et dans les mécanismes de gouvernance, et aussi limiter les discriminations dans la gestion des affaires publiques. Pour moi, ce sont des éléments essentiels à toute légitimité des modalités de gouvernance dans la région, que ce soit via des élections, que ce soit via des processus décentralisés avec les moyens, comme le disait Bah Traoré, que ce soit à travers des mécanismes fédéraux qui peuvent être mis en place, comme c'est le cas au Nigeria. Il y a assez de matière et il y a assez de diversité dans les expériences politiques dans l'Afrique de l'Ouest pour que tous les pays puissent s'inspirer en discutant entre parties concernées sur les mécanismes de gouvernance et sur les modalités futures de la gestion des affaires publiques. Pour moi, c'est ça le plus essentiel, plutôt que de dire qu'il faut une démocratie comme telle ou pas, ou bien qu'il faut que les militaires soient au pouvoir. Ce qui est essentiel, c'est de définir clairement ensemble les règles du jeu politique, de garantir les libertés et l'inclusion pour tous. Et par cela, l'inclusion, je pense non seulement à l'inclusion politique, mais aussi à l'inclusion linguistique, à l'inclusion territoriale, et à favoriser la participation de tous les citoyens au processus de décision. On va terminer par vous, Bah Traoré, la même question également pour vous. Je pense qu'il n'y a pas de modèle unique. Et même, on parle de modèle occidental qui n'existe pas, parce que même en Europe ou en Occident, les modèles diffèrent d'un pays à un autre. Donc je pense qu'il y a beaucoup de littérature sur les formes de gouvernance et de démocratie qui ont existé en Afrique précoloniale. C'est intéressant aussi de s'intéresser à ces études-là où des populations se sont mises ensemble pour mettre en place des formes qui puissent permettre une délibération, parce que c'est aussi de cela qu'il est question. Donc, repenser la gouvernance au-delà de l'inclusion ou de tout ce qui a été dit, c'est aussi de prendre en compte la dimension très souvent culturelle, notre rapport à la démocratie, parce que à la gouvernance même et au modèle de leader aussi qu'on veut, souvent les populations aspirent à de la démocratie, à des libertés, tout en ayant aussi en tête d'avoir un leader qui puisse incarner une forme d'autorité. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans certains pays, on pense que les militaires sont beaucoup plus autoritaires et que les civils sont beaucoup plus laxistes, même si c'est pas totalement vrai, c'est juste une perception. Donc pour terminer, je pense que le modèle de démocratie ou le modèle de gouvernance, c'est un modèle qui nous permettra aussi à la fois d'avoir des libertés, mais aussi d'avoir du développement et d'avoir une justice qui fonctionne, une inclusion des populations. Et pour terminer, c'est aussi une gouvernance qui puisse s'attaquer aux défis d'éducation, d'accès à l'eau, à l'électricité des citoyens, c'est-à-dire le bien-être. Et c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'heure des citoyens samedi dernier. Merci à tous nos invités. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce samedi pour un nouveau numéro de l'heure des citoyens. Et d'ici à là, portez-vous bien.